Salut, c'est Tom de Tom League Photographie. Alors le virage partiel, c'est une technique de développement assez intéressante qui est extrêmement puissante, extrêmement simple d'utilisation et pourtant, elle est souvent oubliée. Alors aujourd'hui, je vais te montrer tout ce qu'il y a à savoir sur le virage partiel. Alors pour te montrer le fonctionnement du virage partiel, j'ai sélectionné 3 photos. Un portrait de ma fille Sky que j'ai fait il y a quelques semaines et 2 photos que j'ai prises en 2014 lors d'un voyage de travail avec Adobe. Dans la ville de Londres, bien sûr. Alors, on va commencer dans Lightroom et ça ne va pas t'étonner, on va aller dans le module de développement. Alors, avant de te montrer le panneau spécifique au virage partiel, laisse-moi t'expliquer en gros ce que c'est que le virage partiel. Le virage partiel, c'est une technique de développement qui te permet de définir une teinte de couleur pour les hautes lumières et une teinte de couleur pour les ombres. Cette teinte de couleur peut être la même dans les deux cas ou bien différent, d'où l'expression virage partiel. En anglais, ça s'appelle le split toning. Alors, le virage partiel, le panneau, regardons ce que l'on a. On a en fait 3 sections. Une section en haut qui est dédiée aux hautes lumières. Ensuite, une section en bas qui est dédiée aux ombres. Et une section du milieu qui s'appelle la balance. Tu remarqueras que la section des hautes lumières et la section des ombres, en fait, elles sont bâties exactement pareil. On y trouve un curseur pour la teinte et un curseur pour la saturation, des champs de valeur et puis un petit rectangle gris dont on va parler très bientôt. En ce qui concerne la section balance, on y reviendra tout à l'heure. Alors, on va définir une teinte de couleur pour les hautes lumières. Pour ce faire, il y a différentes façons pour s'y prendre. On va commencer tout bêtement en bougeant le curseur de la teinte de gauche vers la droite et on va aller par exemple jusqu'au maximum. Tu remarqueras qu'on a une valeur ici à 360. En fait, c'est-à-dire 360 degrés. Alors pourquoi des degrés et pourquoi 360 ? Tout simplement parce qu'on fait référence à la roue chromatique, aussi bien connue sous le nom de roue de couleur. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche maintenant. Il pointe vers l'article du blog et comme d'habitude, l'article du blog comprend énormément d'informations que je ne couvre pas dans cette vidéo. Et donc la roue des couleurs, la roue chromatique, c'est une roue, donc un cercle, et un cercle fait 360 degrés. Donc c'est normal que la valeur maximale pour la teinte de couleur soit 360. Ensuite, tu peux te demander, mais pourquoi tu as bougé le curseur de teinte et j'ai rien vu dans l'image ? En fait, tu n'as rien vu tout simplement parce que la saturation, elle est restée à 0. Tu remarques que si je commence à bouger le curseur de saturation, le niveau de saturation, il augmente. Et là, tu vois bien l'effet de teinte de couleur sur les hautes lumières, mais pas sur les ombres. L'ombre ne change pas. Alors, il y a une autre méthode aussi pour avoir une prévisualisation en fait, de cet effet. Je le remets au départ. En fait, il se suffit d'appuyer et de maintenir la touche Alt sur PC ou bien Option sur Mac et tu cliques et bouges la teinte. Et là, tu as un aperçu de cet effet de teinte de couleur sur les hautes lumières. Alors, le niveau de saturation utilisé pour cet aperçu, en fait, est de 100%. Voilà. Alors, une fois que tu as choisi la couleur que tu souhaites utiliser, là, moi, je pense utiliser 180, voilà, comme ça, je lâche, mais là, tu vois, l'effet disparaît, parce que ce n'était qu'un aperçu. Donc, il va falloir utiliser la saturation. Dans ce cas présent, je pense qu'une saturation à 20% devrait suffire, voilà. Alors, on a fait les hautes lumières, et puis, il nous reste, en fin de compte, les ombres. Alors, pour les ombres, c'est à toi de choisir la couleur que tu souhaites. Tu n'es pas obligé. Mais si tu souhaites choisir une couleur, tu pourrais te demander s'il y a une règle à suivre. Mais il n'y a pas vraiment de règle, si ce n'est que le petit conseil, c'est que si tu utilises des couleurs complémentaires, déjà ça sera un bon point de départ. Et si tu ne connais pas ce que sont que les couleurs complémentaires, je te renvoie à l'article blog et à la fameuse roue chromatique, puisque en fait, c'est expliqué dans le blog, mais très vite fait, c'est quoi en fait une couleur complémentaire ? C'est une couleur qui est opposée dans la roue chromatique. Donc c'est facile à la trouver. L'opposé d'une valeur dans un cercle, il suffit d'ajouter 180. Pourquoi 180 ?
parce que 360 c'est tout le cercle, la moitié c'est 180. Donc quelle que soit la valeur sur ce cercle, tu rajoutes 180, tu es forcément à l'opposé. Voilà. Donc, là on était à 180, et bien si on ajoute 180 à 180, on obtient 360. Et oui, pas 359 comme je viens d'entendre. 360. Voilà. Et la saturation, eh bien une saturation, on va monter petit à petit jusqu'à trouver quelque chose qui nous plaise. Et là je trouve que 30 c'est pas mal. On pourrait pousser, tu peux y aller garçon, pousser à 100% si tu veux. Si tu aimes le résultat, là personnellement ça ressemble à rien. Donc je pense que descendre à 30%, ça devrait être pas mal. Voilà. Et là, on a quelque chose de pas mal, c'est harmonieux. On a des tons un peu froids pour les lumières et puis un peu chaud pour les ombres. Voilà. Alors après, tu peux jouer avec la balance. La balance, en fait, va te permettre d'équilibrer, en fait, l'effet de teinte que tu as appliqué aux hautes lumières et l'effet de teinte que tu as appliqué aux ombres. Donc, si tu souhaites appliquer davantage l'effet de teinte aux hautes lumières que l'effet des ombres, et bien à ce moment-là, au mieux d'avoir équilibré, donc à 0, eh bien tu vas bouger ton curseur vers la droite. Alors pour te rappeler dans quel sens ça fonctionne, rappelle-toi qu'en fait, simplement, la balance fonctionne comme en gros ton histogramme. Ton histogramme, plus tu vas vers la gauche, plus tu es dans l'ombre, plus tu vas vers la droite, plus tu es dans les tons clairs. Eh bien c'est pareil, si tu veux favoriser les tons clairs, eh bien tu vas monter vers la droite. Alors attention, parce que quand je dis ton clair, je ne parle pas de la couleur elle-même, je parle des hautes lumières. Ok ? Donc haute lumière, on bouge là vers la droite. Il se trouve que j'avais appliqué des tons froids pour les hautes lumières, donc c'est pour ça que j'ai plus de saillant dans l'image. Inversement, si je me déplace vers la gauche, à ce moment-là, je vais vers les ombres, je privilégie les ombres, et les ombres, j'avais choisi un ton chaud vers le rose. Alors moi personnellement pour l'effet de cette couleur, donc là je vais remettre ici, pour l'effet de cette couleur j'avais pas choisi 360, j'avais choisi quelque chose comme 303. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'avais trouvé que cette teinte là me rappelait en fait un effet assez mode, et puis les couleurs qu'on obtenait avec les films, les rouleaux de films, donc les pellicules dans les années 70. Et puis pour la balance j'avais mis plus 20, voilà. Alors il y a une autre méthode pour choisir ta teinte, ta saturation. Et en fait, c'est d'utiliser ce petit rectangle. Alors au départ, il était gris, là il a une couleur maintenant. Et quand tu cliques dessus, eh bien tu te retrouves à avoir un sélectionneur de couleurs. Et pourquoi je le préfère ? Je le préfère parce que, en fait, ça me permet. Je vais cliquer ici, je choisis au milieu. Alors quand je dis au milieu, c'est sur la verticale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, plus tu montes, plus tu augmentes la saturation. Tu remarqueras qu'ici, on a un graphe de saturation, et là, qui est à 90%. Si tu le descends, eh bien, tu réduis ta saturation. Alors, je pense que à moitié, c'est mieux. Je préfère ça, d'ailleurs, à l'aperçu, l'astuce du jour que je t'ai montré tout à l'heure, en appuyant maintenant la touche Alt ou Option sur Mac. Je préfère être à la moitié, ça évite d'avoir des extrêmes. Les extrêmes, c'est toujours... faut toujours s'en méfier, les extrêmes, n'est-ce pas ? Surtout en cette époque. Donc là, tu cliques, et puis j'aime bien me déplacer. Quand je ne connais pas ma couleur de départ, eh bien je me déclaque. Oui, je mets des claques de temps en temps, mais là je me déplace. Je me déplace de petit à petit jusqu'à ce que je trouve une couleur qui me plaise. Bon, il se trouve que de toute façon, j'avais dit tout à l'heure que la couleur qui me plaisait, c'était ici, donc proche de 180, voilà. Et puis au niveau de la saturation, j'avais dit donc à 20. Et donc tu remarques déjà que l'avantage, en fait, c'est qu'en faisant comme ça, eh bien je n'ai pas de curseur à bouger. Voilà, tout simplement, mon curseur il est mis aussi simplement que ça. Voilà pour ça. Alors là, j'ai appliqué un virage partiel sur une image en couleur. Mais je pourrais très bien faire la même chose sur une image en monochrome. Alors, on va remettre ça à 0. Pour remettre à 0, j'appuie sur Alt ou Option. Et puis, je vais cliquer sur ici. Je clique là. Et ça nous remet tout ça à 0. Et la balance, je double-clique dessus. Monochrome. Eh bien, on part dans les réglages de base. On va passer en noir et blanc. Voilà, on a du dur noir et blanc. Et puis là, tu vas appliquer une teinte. Et alors, on va utiliser ma technique, là, d'utiliser le sélectionneur. Et là, regarde ce qui se passe. Si je viens ici, ça te rappelle rien, ça, ce type de couleur, d'effet ? Et oui, c'est le sépia. Le sépia, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une photo monochrome sur laquelle tu as appliqué, en fait, un virage partiel avec des tons. Eh bien, les tons que tu choisis. Généralement, c'est vrai que le sépia, on a tendance à aller dans les tons orangés, mais tu peux y appliquer tous les tons que tu veux. Tous ceux qui pourraient fonctionner. Ici, dans cette image, tous ne fonctionneraient pas, et puis tu peux quand même jouer également avec le niveau de saturation.
comme ceci. Et puis tu peux aussi appliquer pour les ombres, ça fonctionne également. Donc là, si tu vas aller faire dans les rouges par exemple, et puis descendre un petit peu, ça peut fonctionner. Ou bien tu vas encore une fois à l'opposé. Et là, à l'opposé, on va faire ici, ça pourrait fonctionner également. Voilà. Donc là, tu as vu virage partiel sur une image colorée, une image monochrome. Et là, je vais te montrer d'autres exemples en utilisant des photos de paysage. Alors, on va commencer sur celle-ci. Sur celle-ci, je n'ai pas appliqué de virage partiel encore. Tu vois, c'est l'image de base. C'est au lever du matin sur Tower Bridge à Londres. Et donc, on a ce lever de soleil qui est chaud ici et qui est froid sur le reste de l'image, qui est tout à fait naturel. Mais si j'avais envie de faire ressortir un peu ces couleurs magenta, un peu rougeâtres qu'on a un peu le matin, sans dénaturer le reste, eh bien, regarde ce qui se passe. Eh ouais, c'est quand même pas mal comme effet ça. Tout ce que j'ai fait, c'est d'appliquer une teinte, tu vois, à 277 degrés, avec de la saturation pas mal, mais ça ne s'est appliqué que aux hautes lumières. Les ombres, je n'y ai pas touché, et donc la balance, elle reste à 0. Alors tu pourrais te dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe si tu utilisais en fait la balance des blancs, ou bien la teinte qui se trouve sous la balance des blancs? Bien regarde, je choisis la même image, c'est la même image, c'est juste une copie virtuelle. Et si je vais maintenant dans les réglages de base, tu me dis la température, augmenter la température, moi je veux bien, mais si j'augmente la température, regarde ce qui se passe. Ah oui, je réchauffe le tout. Je réchauffe vraiment le tout. Le ciel s'est réchauffé, les ombres, toute la photo s'est réchauffée. Alors même si on pourrait réduire, mais ça ne me donne toujours pas l'effet rougeâtre. Donc là, si je reviens en arrière, on va me dire la teinte. Oui, je pourrais très bien appliquer la teinte. Regarde, si j'applique la teinte, je le déplace. Effectivement, on commence à avoir du rouge, mais tu t'aperçois qu'en fait, l'aspect rougeâtre apparaît plus vite dans les bleus, plus vite dans l'ombre, que dans la partie éclairée, bizarrement. Et là, tu vois, regarde, ça y est, on commence à avoir du rougeâtre dans le ciel clair, mais en ce qui concerne toute la photo a été affectée par cette rougeâtre. On se retrouve à avoir du violet dans l'eau qui ne devrait pas y avoir. Qu'on ait des reflets un peu au loin là-bas, d'accord dans l'eau, mais ici, aucun intérêt. Regarde le ciel est bleu, assez bleu profond. L'eau devrait être un peu plus sombre et non pas violette. D'où l'intérêt d'utiliser le virage partiel pour... D'ailleurs, j'ai désactivé, donc on va revenir en arrière. Il est où? Il est ici, autant pour moi. Je m'y perds dans toutes ces fenêtres. Voici le résultat du virage partiel qui est nettement supérieur à ça. Alors, je vais te les mettre les deux à côté pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je pense sérieusement que la photo de gauche qui utilise le virage partiel est mieux que la photo de droite où on a utilisé la teinte. Voilà. Alors une autre photo en exemple, ça serait celle-ci. Alors cette photo, je vais cliquer ici sur cette version, cette photo donc de la maison du Parlement à Londres avec Big Ben, moi ce qui me plaisait c'était les nuages, cette formation de nuages et puis cette éclaircie qui par chance se trouve juste au-dessus de Big Ben quand on la voit sous cet angle-là. Et quand j'ai vu cette photo, alors j'ai déjà travaillé un petit peu là, mais ce qui m'a donné envie comme résultat, c'était d'obtenir quelque chose très cinématographique, quelque chose qui me rappelle un peu le film de Sherlock Holmes, les derniers films de Sherlock Holmes qui sont sortis, qui font très cinématographiques, très, très dramatiques, avec des tons froids pour les ombres et des tons chauds pour la luminosité. Et c'est ce que j'ai essayé de reproduire avec le virage partiel. Regarde ce qui se passe en mettant un ton orangé sur les hautes lumières et du cyan sur les ombres. Regarde ce que l'on obtient. Alors certes, ce n'est pas naturel, j'y conviens, mais c'est extrêmement cinématographique. Je trouve ça extrêmement puissant, extrêmement dramatique. Il ne manquerait plus à la limite que des chauves-souris. Voilà, pour nous faire peur un petit peu le soir quand on édite cette photo. Voilà. Donc voilà en gros le virage partiel et comment on peut vraiment transformer nos images d'un côté naturel ou bien d'un côté complètement dramatique grâce à cette technique et très simplement comme tu as pu le voir à l'intérieur de Lightroom. Alors si tu n'utilises pas Lightroom mais que tu utilises Photoshop, eh bien n'aie pas peur, il suffit de cliquer dans le lien dans la description ou dans le lien qui s'est affiché précédemment, c'est-à-dire le lien vers l'article blog où je te donne exactement la méthode pour utiliser
le virage partiel dans Photoshop, ainsi que d'autres informations que je n'ai pas révélées dans la vidéo. Voilà. Alors j'ai hâte de savoir ce que tu penses de cette technique. Est-ce que tu vas l'appliquer? Voilà. Dis-moi tout ça dans les commentaires, soit sous la vidéo sur YouTube, soit sous l'article du blog sur le tomhigophotographie.com. En attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom Higo qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien capture-le. Et n'oublie pas le virage partiel, car celui-ci eh bien, peut transformer énormément ton image et sacrément l'améliorer. Cheers!